Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session de journal télévisé, mais avant tout, le sommaire. Prévue pour le 15 mars prochain, la campagne de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo est reportée à une date ultérieure. Décision prise par les autorités du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu par visioconférence avec M. Hafez Ganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. La Banque mondiale est résolue à accompagner les réformes institutionnelles initiées sous la haute direction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vendredi, le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec M. Hafez Ganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe. Suivez les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. La Banque mondiale, l'un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, est engagée notamment dans les réformes institutionnelles entamées sous la haute direction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette lancée que le président de la République a eu un entretien par visioconférence avec Hafez Ganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe. Au menu de cette séance de travail virtuelle, les réformes économiques et judiciaires, mais aussi la nécessité de poursuivre l'effort en faveur de la stabilité actuelle du cadre macroéconomique. Les deux personnalités ont également abordé le point concernant l'orientation choisie par l'institution de Bretton Woods en matière d'appui à la République démocratique du Congo dans la lutte contre les grandes épidémies, à savoir la pandémie de Covid-19 et la maladie à virus Ebola. L'autre point évoqué entre le chef de l'État et ce haut cadre de l'institution de Bretton Woods, la question de l'appui que la Banque mondiale est disposée à apporter à la République démocratique du Congo pour l'aider dans le cadre de son programme dit de risque, de fragilité, des conflits, de violence à travers l'allocation pour la prévention et la résilience. L'engagement de la Banque mondiale à poursuivre son appui en faveur de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo était également au menu de ce face-à-face virtuel entre le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe. Une fois de plus, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience vendredi à la Cité de l'Union africaine à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, président du bureau du Sénat. À cette occasion, des questions relatives à la prochaine rentrée parlementaire et à la situation financière du Sénat ont été passées en revue. La Chambre haute du Parlement est dans une mauvaise posture, a révélé l'hôte du président de la République au sujet des finances de cette institution. La suite toujours avec nos confrères de la presse présidentielle. Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Et il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière, où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc, nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc, c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc
d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu, et il recevra également les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Sachez aussi que le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé vendredi 12 mars à Rotana Hotel dans la commune de La Gombe à l'ouverture officielle de la deuxième édition du salon e-commerce et fintech organisé par la structure Tinda. Ces assises se tiennent sous le thème intégration de solutions e-commerce et fintech dans le quotidien de Congolais face à la Covid-19. Sylvain Kapombo-Bosengele. Intégration des solutions e-commerce et fintech dans le quotidien des Congolais face à la Covid-19, c'est sous ce thème que se tiennent ces assises de 2 jours organisées par la structure Tinda. Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a lancé l'ouverture de cette deuxième édition du salon e-commerce et fintech, a fait comprendre à l'assistance qu'actuellement, la technologie financière dénommée fintech fait partie intégrante du quotidien de tous. Et le dynamisme de son industrie, a-t-il ajouté, a bénéficié du contexte économique et social particulier suscité par la pandémie de la Covid-19. Malgré la crise engendrée par cette maladie, les services financiers numériques ont permis aux particuliers ainsi qu'aux entreprises d'assurer leur fonctionnalité. Cette pandémie, au-delà d'être une crise sanitaire, elle est surtout socio-économique et elle a été un accélérateur de la transformation digitale à travers le monde en général et particulièrement en Afrique. Le directeur général de la structure Tinda, Boni Maya, a pour sa part remercié le chef de l'exécutif provincial pour son accompagnement à cette vision. Cette dernière, a-t-il soutenu, aura des effets positifs à court, moyen et long terme. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée des différents stands montés sur place à Rotana Hotel. Et Papi Katassi nous fait dire qu'à l'instar de plusieurs nations, la République démocratique du Congo vient de reporter la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca qui était prévu plutôt pour le 15 mars 2021. Cette décision est due aux anomalies constatées lors des injections de ce vaccin. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de surseoir le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le coronavirus, initialement prévue le lundi 15 mars 2021. Les autorités de la RDC ont pris cette décision ce vendredi 12 mars à l'issue d'une réunion qui a eu lieu entre les ministres de la Santé publique et les experts à la matière. Les experts congolais du ministère de la Santé, du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19 et du groupe technique consultatif pour la vaccination qui se sont réunis ce vendredi 12 mars 2021 ont réaffirmé que la vaccination est un pilier important de la riposte et à ce titre, elle reste l'axe de prévention par excellence. Ils rassurent la population congolaise que le vaccin AstraZeneca est actuellement utilisé dans plusieurs pays, y compris les pays africains, et que dans plusieurs pays, les données de surveillance collectées n'ont pas rapporté ces cas de troubles de coagulation sanguine. Cependant, par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo. Le Danemark et la Norvège ont aussi suspendu par précaution jusqu'à nouvel ordre l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. La raison de cette suspension est due aux craintes liées à la formation des caillots sanguins chez les personnes vaccinées.
À quelques heures du début annoncé de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et la rentrée parlementaire, le député national Bertin Mumbozi, président interfédéral de jeunes de l'Union pour la Nation congolaise à Kinshasa, a ce vendredi 12 mars adressé une question orale au ministre de la Santé publique Eteni Longondo. Cette initiative parlementaire tend à obtenir d'amples explications sur les vaccins AstraZeneca qui présentait des complications dans certains pays de l'Union européenne. Cet élu demande ainsi au gouvernement congolais de mener les enquêtes sur les vaccins avant d'être administrés à la population. S'exprimant après le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale de sa question orale adressée au ministère national de la Santé publique, Bertin Mumbozi a déclaré « Nous adressons quelques questions au ministère pour que ces derniers puissent éclairer l'Assemblée nationale avant que nous puissions soumettre ces vaccins à notre population. » Dans un autre registre, échange entre les ministres des médias et les patrons de chaînes de télévision. Le vendredi 12 mars, dans son cabinet de travail, le ministre des médias, Jolino Makelele, a échangé avec les patrons de chaînes de télévision émettant depuis Kinshasa. Les discussions ont tourné autour de la paix du satellite Rascom, utilisé par plusieurs chaînes de la République démocratique du Congo, et l'amélioration de la télévision numérique terrestre dans le pays. Le reportage est... Une sorte de billet de sortie, voire une perspective sur les grands enjeux de l'heure, c'est la nature de l'échange entre les ministres d'État, ministres des médias et communications et porte-parole du gouvernement central de la RDC, Jolino Makelele Diampové Zamamuzingi, et quelques patrons des presses dans son cabinet de travail à la Gombe. Autour de la table, plusieurs dossiers, entre autres, la nouvelle approche de l'utilisation du satellite Rascom qui permet aux chaînes privées d'émettre en dehors des frontières nationales, l'organisation sous peu des états généraux de la presse et l'aide à la presse par le gouvernement de la République. Depuis plusieurs années, l'État prenait en charge la facture de ces satellites. Et donc il a été convenu, après avoir négocié au niveau de Paris, le ministre a pu obtenir la révision à la baisse de la facture. Et donc cette facture-là, nous allons commencer à la partager avec l'État congolais, à raison de 50% pour l'État congolais et 50% pour les médias privés qui sont dans ces satellites, qui diffusent leurs programmes dans ces satellites. Le deuxième problème, le ministre nous a invités pour nous parler de la tenue dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des états généraux de la presse, des travaux qui devraient réunir tous les professionnels des médias pour parler entre autres de nos problèmes, mais beaucoup plus aussi de l'aide que l'État pourra apporter aux médias, puisque la ligne a déjà été obtenue. Il faudrait savoir maintenant qui devra en bénéficier, qui ne devrait pas en bénéficier. Pour les États généraux, Jolino Makelele Diampové Zamamuzingi, ministre d'État, porte-parole du gouvernement et ministre des médias et communications, s'est réjoui de l'imminence de l'organisation de ces assises de la presse qui, selon lui, verront la participation des crèmes de journalistes, des professeurs d'université, des avocats, magistrats parlementaires, dans le but de lever les options pour l'anoblissement de cette profession. Le tribunal militaire de garnison de Kikwit a tenu en chambre foraine à l'esplanade de la mairie de Kikwit vendredi 12 mars 2021 sa troisième audience dans l'affaire opposant l'auditeur militaire de garnison ministère public aux 4 prévenus dont une femme civile. Ils sont poursuivis entre autres pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Sylvain Kapongo Sengeli a signé ce reportage. Cette audience du tribunal militaire de garnison de Kikwit dans l'affaire auditeur militaire de garnison ministère public contre les 4 prévenus, parmi lesquels comparaissent 3 militaires de FARDC et une femme civile, est la 3e de la série, organisée en chambre foraine à l'esplanade de la mairie de Kikwit. L'organe poursuivant accuse les prévenus de prévention d'association des malfaiteurs et vol à main armée. Un capitaine de la garde présidentielle, considéré comme le chef de cette bande, est poursuivi entre autres pour le port illégal de grades et tenue des militaires. Le tribunal, vérifiant l'identité des accusés, a fait remarquer que les prétendus capitaines s'est présenté à chacune des 3 audiences avec 3 noms différents, lesquels noms ne figurent même pas dans les données informatiques des FARDC. Aussi, a fait remarquer le ministère public, les 10 capitaines a quitté Kinshasa pour Kikwit sans être munis d'une feuille de route. Il faut signaler que les 2 autres militaires devant la barre font partie de la 11e région militaire de Kikwit, tandis que la femme habitante de la commune d'Ngalema à Kinshasa est l'amante au capitaine.
Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous allons nous entretenir avec notre confrère à Dakar sur les élections de la CAF. Alors, s'il est prêt, bonjour Seiko. Bonjour Patricia, bonjour à tous. Voilà, dites-nous, hier il y a eu élection à la CAF. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de ces élections? Bon, je le fais. Écoutez Patricia, moi je ne dirais pas que c'était une élection. On savait tous qu'il n'y avait pas d'enjeu puisque les 4 candidats ont signé le protocole de Rabat qui disait clairement que Patrice Motsepe sera le 7e président de la Confédération africaine de football. Jacques Anouma et Augustin Senghor ainsi qu'Amad Yaya seront donc ses adjoints. Donc il n'y avait pas d'enjeu. Donc moi je ne parlerai pas d'une élection mais une nomination. Après, beaucoup de gens parlent donc de cette implication de la FIFA dans cette élection et c'est vrai parce qu'on a vu la campagne de Infantino pour Motsepe, on a vu aussi Motsepe lui-même qui a rencontré différents présidents de pays et responsables du football africain parce qu'il a les moyens et Infantino lui il a son vol spécial ou bien son jet qu'il a utilisé comme moyen de battre donc ces candidats-là. Et après derrière ça il y avait une communication aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'Infantino a été reçu par différents présidents donc, des pays d'Afrique, parmi eux le président sénégalais Macky Sall qui a reçu donc le président de l'instance fêtière du football mondial. Après, ce qui est, donc, a été donc, décidé lors de cette rencontre-là n'a pas été révélé au grand public, mais on sait tous qu'il y a une mainmise de l'État du Sénégal pour que Augustin Senghor puisse donc résister, bon, pas résister, pour qu'Augustin Senghor quand même accepte ce protocole de Rabat et qu'il soit aujourd'hui le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Infantino, quant à lui, moi, je ne serais pas surpris parce que vous savez tous qu'Infantino, c'est lui qui avait placé Ahmad Ahmad à la tête du football africain. Parce qu'à l'époque, il y avait Issa Hayatou, ils avaient voulu le départ d'Issa Hayatou. Donc, pour le remplacer, il fallait un pion qu'on va mettre là et qui va servir, disons, de bouclier à la FIFA. Et c'était Ahmad Ahmad. Et à un moment donné, Ahmad Ahmad, disons qu'il a commencé à résister, à comprendre les enjeux donc, du football africain et du football mondial. Et pendant ce temps, Infantino a tout fait pour lui couper la tête. Et malheureusement, c'est avec la complicité des Africains qui ont quand même vu Ahmad Ahmad comme un démon. Et moi, je dis qu'à un moment donné, c'est un démon qui est en train d'accuser un autre démon et en face des 5 qui sont en train d'aider un autre démon à couper la tête de leurs parents africains. C'est malheureux et j'ai comme l'impression que ça va continuer ainsi. Disons qu'aujourd'hui, les attentes sont énormes pour d'abord Motsepe. La première chose, c'est qu'il doit redonner une nouvelle image au football africain ou bien à l'instance dirigeante du football africain. Et l'autre chose, c'est par rapport aux finances. On sait tous que la CAF, financièrement, elle est affaiblie depuis quelque temps avec cette rupture du contrat avec Lagardère qui quand même donnait 1 milliard de dollars pour 10 ans et ça servait à quelque chose, même si des gens vont me dire que le football africain vaut mieux. Mais après, ce que Lagardère donnait, c'est pas UAR qui va donner ça. On sait tous que UAR, voilà, c'est pas une institution trop riche, mais elle est là pour aider le football africain à survivre, surtout sur le plan médiatique. Voilà, le candidat Senghor Augustin Senghor, si je veux le dire, était candidat et s'est effacé au profit de Motsepe. Comment faites-vous la lecture de ces revirements et est-ce qu'il y a anguille sur roche? Oui, Augustin Senghor, il était candidat et soutenu par les Sénégalais et par ses pairs. D'ailleurs, il avait dit même lors de sa déclaration de candidature qu'il est le candidat du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Après, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. L'État du Sénégal a mobilisé tous les moyens donc, pour l'accompagner. On a vu le ministre des Sports était à sa disposition, le ministre aussi Abdoulaye Sow, qui est le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, et tout le peuple sénégalais l'accompagnait, que ce soit sur les réseaux sociaux, même si on sait que le vote, ça se fait entre les présidents de fédération. Donc, Augustin Senghor, c'était le candidat de l'espoir pour le football sénégalais, parce que c'était pour la première fois qu'un Sénégalais se positionne donc pour briguer un mandat à cette instance dirigeante du football africain. À un moment donné,
Je l'ai dit tantôt avec cette audience entre le président de la République Macky Sall et Infantino. Il y a eu des discussions, il y a eu des clauses, donc il y a eu des clauses bien évidemment et en fin de compte, Augustin Senghor a signé ce protocole-là. Après, ce que nous déplorons, nous Sénégalais, c'est que lors de sa déclaration de candidature, Augustin Senghor avait fait une conférence de presse. Donc il y avait là une possibilité d'échanger, de lui poser des questions et qu'il apporte des réponses à ces questions posées. Mais là, il a envoyé un communiqué pour dit qu'il va désister, qu'il ne sera pas candidat, qu'il va accepter le protocole de Rabat avec des explications qu'il a données à lui seul. Mais on aurait souhaité qu'il revienne en face des Sénégalais pour leur dire que voilà, je ne suis pas candidat et les journalistes vont poser des questions, le pourquoi et peut-être qu'il est en train de... Je pense qu'il y a anguille sous roche quand même, ça c'est un fait, même si il faut le rappeler, on ne peut pas être candidat à la Confédération africaine de football sans l'aval de son chef de l'État. Aujourd'hui, le président de la République a donné son aval à ce qu'Augustin soit candidat. Il l'a accompagné financièrement et même sur le plan aussi diplomatique, je veux dire. Et on sait tous que le poste d'Augustin Senghor aujourd'hui en tant que premier vice-président de la Confédération africaine de football, c'est un poste diplomatique parce que ça a été négocié, ils sont d'accord, il va être le premier vice-président de la Confédération africaine de football. C'est tout bénéf. Vous avez vu la sortie du ministre des Sports ce vendredi qui dit que le poste d'Augustin Senghor est un pas important pour le football sénégalais, qui n'a jamais quand même connu ce poste-là dans cette instance-là. Après, les Sénégalais sont déçus, les commentaires, chacun y va de son avis, mais je sais pas, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent faire? Déjà une décision qui est prise et il est déjà le premier vice-président, mais il a déçu pour ceux qui pensaient qu'aujourd'hui, Augustin Senghor, par son parcours, voilà, par sa personnalité, par ce qu'il y est au Sénégal et en Afrique, parce que Augustin Senghor, depuis quelque temps, il siège à la CAF et à la FIFA, et au Sénégal, il est là depuis 2009, parce que Augustin Senghor, c'est lui-là qui a un peu redonné une nouvelle image au football sénégalais. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, après l'élimination du Sénégal pour donc la Coupe d'Afrique, c'était face à la Gambie, et aussi c'était aussi pour se qualifier à la Coupe du Monde. Il y avait déjà une rupture entre les dirigeants et la population. On avait à l'époque créé donc le comité de normalisation qui était dirigé par Diagne Ndiaye. Et en 2009, Augustin est arrivé, il a repris la Fédération sénégalaise de football et il a donné une nouvelle image. Déjà en 2012, le Sénégal a eu une équipe qui est allée à la Coupe d'Afrique des Nations et ainsi de suite. Depuis lors, toutes les catégories de football au Sénégal participent aux compétitions donc, respectives. Donc comme quoi, Augustin Senghor a eu un apport important pour le football sénégalais, même si tout n'est pas rose. Mais quand même, force est de reconnaître qu'Augustin Senghor, il a beaucoup apporté quand même au football sénégalais, sa stabilité, son image, mais surtout sa régularité dans les compétitions africaines. Et pour ça, le Sénégal lui remercie. Mais pour cette décision prise à la dernière minute quand même, parce que c'était à quelques jours de l'Assemblée générale et les Sénégalais continuaient à supporter sur les réseaux sociaux à travers des posts, à travers leurs photos de profil qu'ils changeaient. Et ça, c'est une déception. Même la presse sénégalaise ne comprend pas trop. Elle comprend juste qu'il y a une mainmise de la Fédération internationale de football avec la complicité du chef de l'État sénégalais, mais bon va à Augustin Senghor et bon va à cette nouvelle équipe dirigeante du football africain. Et dites-nous, quelle chance accordez-vous à Patrice Motsepe pour ce nouveau mandat à la CAF? Alors, pour terminer, Patricia, c'est par rapport aux attentes. Vous savez, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir les meilleurs profils pour diriger le football africain. Je veux nommer Patrice Motsepe, quand même, on sait tous avec Mamelodi Sundowns ce qu'il est en train de faire avec cette équipe-là. Et il est riche, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et c'est un aspect aussi très important en Afrique quand on parle d'élection. En Afrique, tu peux avoir un bon programme, tu peux avoir un vécu et tout, tu peux être clean, mais quand tu es financièrement faible, ça peut jouer sur les élections. Et je pense que ça a été un point important sur le choix porté sur Patrice Motsepe. Il est riche, donc financièrement, peut-être qu'il va aider la CAF à être indépendante. Mais après, derrière ça, il faut soigner l'image du football africain. Il faut soigner l'image de la CAF qui n'est pas bonne depuis quelque temps avec Ahmad tantôt accusé de détournement d'argent, tantôt accusé de ceci et cela. Donc, il a un peu terni
l'image de l'Africain, du football. Ces gens-là qui sont aujourd'hui nommés à la tête du football africain ont donc la lourde responsabilité de redonner une image belle et importante pour le football africain, le respect pour le football africain. Après, derrière ça, c'est important de les avoir parce que Augustin Senghor, je l'ai rappelé tantôt ce qu'il a apporté pour le football africain, mais ce qu'il a représenté en Afrique et dans la FIFA, c'est quelqu'un qui ne traîne pas de casserole, il est tellement clean et respecté par ses pairs. Ahmed Yahya, c'est un jeune qui aujourd'hui commande et mange à la table des grands, qu'on le veuille ou non. Il est depuis quelque temps cette nouvelle façon de gouverner le football. Depuis qu'il est arrivé à la tête du football Mourabitoun, on a vu les avancées des infrastructures qui sortent des terres et les petites catégories du football mauritanien sont en train de compétir. L'équipe nationale a participé à sa première Coupe d'Afrique des Nations. C'est important, c'est quelqu'un qu'on a besoin aujourd'hui pour le bon devenir du football africain. Jacques Anouma, que vous connaissez tous, on se rappelle. À l'époque, il était candidat. D'ailleurs, il avait voulu il avait défié Ahmad. Il a fallu l'intervention de la FIFA qui avait placé Ahmad pour qu'il devienne le 6e président de la Confédération africaine de football. Jacques Anouma, il est riche, mais c'est quelqu'un qui connaît aussi le football africain, le football quand même par sa gestion, par sa maîtrise et par son vécu aussi. Après, Motsepe, je l'ai nommé tantôt. C'est tout bénéf, tout ce que nous souhaitons, même si la FIFA ne va pas laisser encore la CAF. Ce que nous voulons, c'est que la CAF soit indépendante, qu'elle soit respectée, qu'elle soit là pour le bon devenir du football africain, mais pas à la merci de la FIFA. Merci beaucoup Seikou, ça a été un plaisir de vous recevoir et surtout que vous puissiez nous accorder cette attention. Merci. Auteur des accusations sur un prétendu détournement de la part du président du comité exécutif de la Fédération congolaise de boxe et les membres de son comité Moukadi Manda et Flori Mavoto, respectivement président et vice-président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, viennent d'être radiés définitivement des instances officielles de la boxe. C'est là à l'issue d'une assemblée générale ordinaire tenue mercredi 10 et jeudi 11 mars 2021 au restaurant El Africano de la Gombe. Patrick Borel, Mukindi et Rigo Monopo ont signé ce reportage. Après la clôture de la 29e édition du championnat national de boxe, les membres des différentes ligues ont, à l'unanimité, lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue au restaurant El Africano de la Gombe, décidé d'éradier Moukadi Manda, Flori Mavoto, respectivement, président et vice-président de la Ligue nationale de boxe professionnelle, reproché de plusieurs griefs, et du membre Mwadianvita Kaninda Dikloklo, accusé de fraude pour fabrication des ceintures non conformes. Au regard de leurs déclarations fortuites dans les différents médias du pays, ainsi que leurs accusations à l'égard du président de la fédération et ceux auprès des différentes autorités du pays, notre Assemblée générale, les ayant invités à nos assises le 10 mars 2021, leur avait demandé de nous apporter le preuve de leurs allégations. Il s'est fait que rien n'a été prouvé, au contraire. Messieurs Flori Mavoto s'était embrayé dans des explications sans preuve et inutiles. Et dans le souci de sauvegarder l'allure harmonieuse que la Fédération congolaise vient d'imprimer à notre discipline actuellement, nous, membres de l'Assemblée générale, venus de toutes les provinces du pays, avons pris la salutaire décision d'éradier de la boxe 1. Messieurs Moukadi Manda, 2. Messieurs Flori Mavoto et 3 enfin, Messieurs Kaninda Mwandiavita. Au cours de cet AGO, le poste vacant du bureau ont été comblés. Godefroy Mwamba remplace Bassele, décédé au poste de trésorier général, et Ambongi prend la place de Tianzenga au poste du secrétaire général adjoint. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel du titre. Prévue pour le 15 mars prochain, la campagne de vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo est reportée à une date ultérieure. Décision prise par les autorités du pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu par visioconférence avec M. Hafez Ganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe.
Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end.